Alors, ce que je vous propose, c'est de parler d'Athènes, Athènes ancien versus moderne, une ville que vous avez visitée. Il aurait fallu monter sur la colline du Lycabette, peut-être vous l'avez fait. Vous avez devant vous une mer bâtie, une mer d'immeubles d'habitation, dans un grand bassin au sein duquel, au centre duquel, se trouve une colline qui a sur le haut des temples anciens qui font la gloire et la raison d'être d'Athènes. Vous avez la mer. La force des Athéniens, c'était la force des navires. Donc, la mer, c'était très important. Et le Phalère, qui était le vieux port, le premier port d'Athènes, d'où commençaient les grandes guerres. Je vais vous parler de cette ville qui est pour plusieurs une ville très importante parce qu'une ville ancienne, celle de l'Antiquité grecque, mais pour la modernité, c'est une ville très différente parce que déjà 2 siècles, c'était une ville ottomane quand il y avait un régime tout à fait différent. L'Empire ottoman avait englobé la Grèce contemporaine depuis quelques siècles. Et c'était une ville dans le centre de laquelle il y avait le marché et la mosquée, le même endroit, on va le revoir tout à l'heure. Mais le rêve européen, c'était le rêve des Grecs d'ailleurs, celui d'une indépendance de la Grèce dans la modernité du 19e siècle, une indépendance où se reliait l'esprit révolté de gens habitant le pays et le rêve d'une antiquité qui habitait toute l'Europe. Donc, vous envoyez une représentation imaginaire de ce qu'était la ville antique pendant ce 19e siècle où il n'y en avait pas encore pratiquement pas d'antiquité. Et pourtant, ce rêve du classique, ce rêve de l'Antiquité, le rêve du renouveau de l'Antiquité dans le monde moderne, c'était la plus grande modernité des années 30. 1830, je veux dire. À ce moment-là, un peu partout en Europe, le monde voulait bâtir ancien pour être moderne. Il faut bien saisir le sens de cette modernité et c'est le moment où dans cette petite ville, ce village autour de cette colline de l'Acropole, il a commencé à se bâtir une ville qui a été proclamée capitale de la Grèce indépendante à partir de 1830. Un architecte allemand, Leo von Klenze, bavarois, est venu pour faire un plan de la nouvelle Athènes dans le sein de laquelle il y aurait un palais royal tout à fait néoclassique, dans un classicisme qui respectait les liens au modèle de l'Antiquité, mais en même temps suivait les typologies de la modernité européenne pour la mise en forme des grandes structures telles un palais. Au fond, à gauche, vous voyez les collines désertes et les monuments antiques comme on le voyait à l'époque. Là aussi, vous avez un projet absolument européen et ça vaut la peine de savoir que Leo von Klenze était le star architecte de son temps, parmi les stars architectes de son temps. Donc, ce n'était pas un architecte, c'était l'architecte par excellence parmi quelques-uns dans l'Europe. Finalement, le palais royal a été réalisé un peu plus loin par un autre architecte allemand, Friedrich von Gärtner, encore un bavarois, très important pour son pays aussi. Et il est toujours en place, ce palais. Néanmoins, de nos jours, c'est le Parlement, sur la place de la Constitution qu'on appelle la place Syntagma. C'est un bâtiment néoclassique très sombre qui, dit-on, est partiellement bâti avec les débris qu'on a fait descendre des ruines de l'Acropole, parce que c'était des pierres en marbre qui n'étaient pas intéressantes pour sauvegarder sur la colline à l'époque, mais c'était de la matière prête à faire bâtir des bâtiments. Donc peut-être dans le corps de ce bâtiment néoclassique, il y a du classique, mais
qu'il faudra démolir pour prouver. Ce qui fait l'important, c'est que les années suivantes ont vu la construction de ce qui est une capitale moderne européenne bâtie sur le passé historique. Les architectes de l'Europe, par exemple les frères Hansen venant de Copenhague, ont étudié les monuments antiques et en même temps érigé des bâtiments modernes, parce que l'Académie d'Athènes ou la Bibliothèque nationale répondaient à des fonctions qui appartenaient à l'Europe des Lumières et non pas à des fonctions de la Grèce ancienne. Même la typologie de bâtiments n'avait aucune relation avec l'Antiquité. Néanmoins, le détail, l'ornement, les chapiteaux, les colonnes, les triglyphes, tout ça répondait aux formes anciennes telles qu'on pouvait les retrouver et les étudier sur la colline de l'Acropole en particulier. Même le lendemain de l'installation, de l'instauration de la nouvelle capitale, il a fallu fonder une école d'architecture. En 1836, le roi proclame la création d'une école pour l'éducation en architecture parce qu'il a jugé, et c'était écrit dans le journal officiel, que l'architecture, c'est très important pour bâtir un pays. L'architecture, c'est très important non pas seulement pour bâtir des bâtiments, c'est aussi pour bâtir les instances, bâtir les idées, bâtir ce que fait un État. Et l'école d'architecture a été finalement bâtie en tant que bâtiment plus tard dans le siècle, dans les années 1860, par celui qui était à l'époque le directeur, Lysandros Kaftanzoglou, un architecte grec en partie français et d'éducation italienne de Rome, donc un Européen à part entière. Le bâtiment que vous voyez, c'est le bâtiment de l'école d'architecture d'Athènes que vous avez visité. C'est mon école d'ailleurs, l'école de mes études, l'école où j'ai enseigné. Et c'est une école où il y a des chapiteaux ioniques qui reprennent exactement ceux de l'Erechtheion sur l'Acropole, mais l'ensemble reprend plutôt la typologie d'une école de beaux-arts à Paris, dans sa forme avec le grand patio au milieu et les grandes salles d'enseignement des deux côtés, et puis cet escalier qui était plutôt baroque et néoclassique que classique. Le 19e siècle a été très long pour la Grèce par rapport à l'idée du classicisme et notamment du néoclassicisme. Ça, c'est très intéressant à saisir parce que en France, comme en Angleterre ou en Allemagne, le néoclassicisme, c'était une période, une mode, un style qui a été rapidement dépassé par un autre style, par une autre époque, une autre mode. Mais en Grèce, l'idée que le néoclassique, c'est la renaissance du classique sur le pays même du classicisme faisait penser à une identité, à une appartenance. On était, disons, les descendants de ces gens-là. Donc, vivre dans des maisons néoclassiques, bâtir des maisons néoclassiques était très important, très intéressant et très moderne pour tout le 19e siècle. Et d'ailleurs, les gens qui faisaient leurs études à l'école d'architecture, à l'époque, une école qui ne formait pas seulement des architectes comme vous, mais aussi des bâtisseurs, parce qu'il fallait apprendre à bâtir l'Antiquité. Ce n'était pas évident en Grèce, début 19e siècle, juste sortant de l'Empire ottoman, que les gens sauraient comment bâtir des chapiteaux, des frontons ou autre chose, des entablements ou des cariatides, comme vous le voyez là. Il fallait un enseignement dans une école d'architecture pour apprendre à bâtir, pour apprendre à dessiner et bâtir, ou apprendre à bâtir sur la base d'un dessin qui était très exact dans sa réalisation. Mais ces bâtiments qui ont rempli la capitale au 19e siècle
ne sont plus là. Vous ne les avez pas vus, ce bâtiment que je vous fais voir en vous baladant dans les boulevards principaux de la ville, parce que la ville du 19e siècle, à l'exception des grands bâtiments monumentaux où siègent les instances, les universités, l'académie, la bibliothèque nationale, le polytechnique, le gouvernement, sont restés, mais les habitations ordinaires ou moins ordinaires, les hôtels particuliers ou les écoles, parce que ce bâtiment-là est une école, ont pratiquement disparu dans la grande reconstruction du XXe siècle qui a suivi une autre modernité à laquelle je vais avancer dans un instant. Maintenant, si vous traversez le centre de la ville, vous allez reconnaître plusieurs édifices appartenant à la mi-19e siècle qui reprennent, qui avaient repris les formes, la décoration d'un néoclassicisme qui sont soit en ruine, soit abandonnées si elles ne sont entièrement restaurées. Mais elles sont restaurées pour d'autres raisons, pour d'autres usages, pour loger des boutiques, des restaurants, des hôtels, tandis qu'à l'époque, c'était des habitations pour les gens qui habitaient la ville. Donc, il y a un grand changement dans la ville, à Athènes, comme peut-être dans toutes les villes historiques, mais c'est une autre question. Passons à cette seconde modernité. Je vous ai parlé d'une première modernité, celle du néoclassicisme, qui est devenue obsolète au fur et à mesure que le monde a changé. Et dans les années 1930, on a été devant une autre modernité. Une autre modernité pour plein de raisons. Il y a eu des guerres, il y a eu des catastrophes, il y a eu des changements d'idées. Et la fin de l'idée que la Grèce redeviendrait un empire comme à l'époque de Périclès. La Grèce n'avait le choix que d'aller vers l'Europe, de faire un pays européen parmi les autres, réunir donc cette autre tradition qui n'était pas une tradition centrée autour de la Grèce, mais une tradition centrée autour d'un patrimoine gréco-romain qui était le fondement, disons, de l'Europe moderne. Les débuts des années 30 à Athènes ont marqué cet envol de la modernité de plusieurs manières. Celle qui est la plus importante du point de vue de l'événement, c'est le fait que le 4e Congrès international d'architecture moderne a été organisé en 1933 sur un bateau de Marseille à Athènes, et puis à Athènes, à l'école polytechnique, à notre école. Et c'était très intéressant à ce moment-là parce que les orateurs, quelques-uns étaient importants, comme Le Corbusier, Zygmunt, Dion Tonno, Cornelis van Österen et d'autres. Il y avait Alvar Aalto à Athènes aussi. Il ne s'adressait pas seulement aux étudiants, à quelques étudiants, à un groupe de projet, ou peut-être à quelques professeurs de l'école parlant d'une modernité assez vague, mais devant le Parlement lui-même. L'audience que vous voyez à l'image, c'est la moitié du gouvernement, le Premier ministre y compris, c'est les académiciens, c'est les professeurs et les étudiants aussi. Parce qu'à ce moment-là, c'est un moment critique pour l'Europe et la démocratie. C'est l'été 1933. Le congrès ne se fera pas à Moscou parce que la modernité n'y est plus acceptée. Le congrès ne pourrait pas se faire en Allemagne parce qu'Allemagne avait changé de chemin, avait changé de voie. Et puis la Grèce était officiellement moderne, c'est-à-dire le côté public du pays voulait être moderne. C'est pourquoi les modernes ont été accueillis de manière très favorable, tandis qu'en même temps, les architectes, les jeunes architectes grecs construisaient de la modernité. Par exemple, dans les petites maisons, les petites villas sur le bord de la mer, comme celle-ci par Stamo Papadakis, ou d'autres maisons, immeubles d'habitation, vous les avez peut-être vus. Celui-ci est à côté de l'école d'architecture. Les architectes avaient
étudié à Athènes, mais ils avaient profité d'un enseignement, d'une collaboration avec des architectes français, dont Le Corbusier. Vous voyez l'appartement au dernier étage, à moi, il me rappelle la Villa Cook de Le Corbusier, par exemple. Donc, il y avait des échanges directs à ce moment-là déjà. Vouloir être moderne, encore un immeuble par un architecte qui finit par être professeur plus tard à l'école. Donc, en 1930, en 1935, le privé fait du moderne dans les quartiers du centre d'Athènes. Mais cette modernité n'est pas seulement de l'ordre du privé, elle est de l'ordre du public aussi. Une grande initiative fait bâtir dans les années 30 3500 écoles. C'est assez important. 3500 écoles dans moins de 10 ans, un peu partout dans le pays. C'était un programme pour bâtir moderne, rationnel, d'une modernité qu'on aurait pu appeler européenne et tout à fait simple, sombre, lucide. Cette image, cette école qui est juste en dessous de l'Acropole et tout à fait près du musée de l'Acropole de Bernard Tchoumi, qui est toujours là, cette école. Elle a été honorée par les architectes du Siam qui en ont amené les images. Cette image, elle a été publiée à l'époque en France aussi, parce qu'ils avaient osé de bâtir tellement moderne à côté du Parthénon, et cela, c'était parce qu'ils suivaient l'esprit du Parthénon. C'était donc une modernité qui voulait être moderne parce qu'elle suivait son histoire. Et son histoire, c'était le rationalisme de la Grèce antique. C'est difficile à tout expliquer dans cette petite conférence. Peut-être une autre fois, je vous en parlerai davantage. Mais voyez quelques écoles en plus. Celle-ci n'est pas très loin de la précédente. Elle est près du Polytechnique. C'est encore un bâtiment moderne en béton armé où il y a à l'intérieur des piscines et des salles de sport parce que il fallait bien éduquer le corps autant que l'esprit à l'école. Et puisqu'il était toujours question de santé aussi dans la modernité, l'État s'est entièrement intéressé à la santé de la société. À l'époque, la mort c'était lié à la tuberculose, donc il a fallu des sanatoria. Il y en a eu quelques-uns qui étaient très modernes, comme celui-là, par un architecte qui s'appelle Despotopoulos. Les noms, c'est un peu comme dans le Tintin de Rémi Hergé, Naratopoulos. Ça ne dit rien, c'est du grec. Mais pour nous, c'est des noms très importants parce que c'est Despotopoulos qui a fait des études à Bauhaus, qui a été professeur à l'école d'architecture. C'était une figure qui a changé les idées. Donc, vous voyez les distances qu'il faut prendre, ou un autre qui s'appelait Georgakopoulos, qui avait fait dans le sanatorium le bâtiment pour laver le linge, très important, pour l'hygiène et pour préparer la nourriture, encore très important pour la tuberculose. Il fallait bien manger, être très propre, blanc. Donc encore un bâtiment très moderne, on dirait une machine. Parce que vous voyez la rampe, ce n'est pas une rampe pour s'y balader à pied, c'est une rampe pour les petites voitures qui amènent le linge sale, qui ramènent le linge propre ou qui amènent la nourriture, qui rentre dans le bâtiment, qui les traverse, qui sort de l'autre côté. Et pourtant, avec cette modernité, disons, radicale, une modernité qu'on aurait pu retrouver aux Pays-Bas, en Allemagne ou en France à ce temps-là, il y avait la montée d'un régionalisme, l'invention d'une architecture vernaculaire, ce qu'on appelle chez nous
la grécité, je le dis en français, mais c'est l'idée qu'on est grec. Et c'était très intéressant parce qu'au tout début des années 30, il y en a eu des Européens et des Grecs qui ont découvert que sur les îles Cyclades, il y avait du vernaculaire, donc de villages qui avaient été faits par des bâtisseurs qui n'avaient pas été à l'école d'architecture et qui avaient utilisé les matériaux du pays pour se faire des logis, pour vivre, des abris, des maisons qui étaient très belles parce qu'elles étaient très fonctionnelles, très simples, très cubistes, très propres. Et donc, on a commencé à faire des images, à faire des thèses sur ces vernaculaires. Et déjà, en 1930, à un moment où personne ne faisait des vacances d'été, il n'y avait pas de tourisme, il n'y avait personne sur les îles, sauf la pauvreté, les gens qui essayaient de cultiver la terre. Et pourtant, en 1933, les architectes du 4e congrès se sont mis sur un bateau. Ils ont été chercher les Cyclades, cette architecture. Et ce que vous voyez là, c'est Mykonos, l'île par excellence du grand tourisme de luxe dans la mer Égée. Et là, c'est les photos faites par les architectes de la modernité qui découvraient cette origine de leur propre travail. Ils ont lié leur travail, leur recherche à ces origines populaires. En 1939, dans la grande exposition universelle à New York, la Grèce a envoyé des collages comme celui-ci, où le territoire, le populaire, le vernaculaire se présentent comme le produit de la Grèce moderne. Et les profs de l'école commencent à se faire une architecture vernaculaire qu'ils vont même enseigner à leurs étudiants. Celui-ci, c'est Piccionis, un architecte devenu mythe ces dernières années, même en Europe, mais c'était un professeur de l'école qui essayait d'expliquer à ses étudiants qu'il faut apprendre sur les îles comment faire de belles maisons modernes en ville. Celle-ci, qui s'appelle Sifnos, par le nom d'une île des Cyclades, qui est Sifnos, une très belle île. C'est une maison dans un quartier très très riche à Athènes. Elle pourrait être à côté de la villa Agache de Le Corbusier, c'est-à-dire dans un quartier avec des jardins. Et elle était absolument dans l'esprit de cette grécité. Et dans le très centre d'Athènes, vous avez peut-être été à Kolonaki, dans la densité urbaine d'Athènes, c'est le quartier riche. Vous pouvez toujours trouver cette maison. Elle a été un peu transformée, mais elle est toujours là. En 1933, c'est une maison qui se réclame des Cyclades. Et elle est pourtant absolument urbaine et très moderne. Et d'autres, comme Kostandinidis, encore un architecte que nous considérons très important pour la Grèce, qui était international parce qu'il avait fait ses études à Munich et il avait enseigné à Zurich. Et pourtant, lui aussi, pour être moderne, en 1938, il fait une architecture que, si vous la voyez de nos jours, et elle est en train de marier la simplicité du vernaculaire des îles avec la simplicité des maisons modernes, blanches ou peut-être blanches, à Paris ou ailleurs. Moderne, vernaculaire. Et puis l'Antiquité que je vous ai promis, où est-ce qu'elle se trouve, cette Antiquité de laquelle je commençais mon récit? Mais il faut la découvrir. Elle est là, mais on ne la voit pas. Oui, je veux bien, en montant sur l'Acropole, où on avait déblayé tout ce qui n'était pas classique, pour laisser voir les temples, vous pourriez voir les temples depuis les années 1830. Et puis à côté, il y avait quelques 2 ou 3 temples qui étaient rehaussés parce qu'ils étaient en pleine surface. Vous auriez
pas pu les rater, mais le reste, les sites archéologiques, ils n'étaient pas visibles. Il fallait de toute façon travailler pour restaurer, pour faire voir, pour présenter ce passé en tant que passé dans la modernité. Donc, il fallait étudier ce monument, les classer, le réorganiser, le remettre en surface. 1910, des photos faites par un photographe suisse très important, Fred Boissonnat, et 1911, c'est Monsieur Le Corbusier qui fait son voyage d'Orient et qui fait sa photo juste à côté d'une de ces colonnes du Parthénon qui était par terre à l'époque parce qu'on n'avait pas encore récomposé, disons, le bâtiment que vous voyez de nos jours. Et juste en bas de cette acropole, il y avait une ville bâtie, une ville habitée, une ville pleine de vie, plein de tavernes, de vin dans des barils. Sauf que cette ville était bâtie sur ce qui faisait la plus grande antiquité de la Grèce ancienne, donc l'agora. L'agora, il fallait la retrouver. Et pour retrouver l'agora, il aurait fallu des très grands projets. Par exemple, les projets commençant par la démolition de quelques centaines d'habitations de tout un quartier pour lancer des fouilles pour aller à 3000 années en amont à la recherche d'un passé d'origine. Des grands capitaux ont été investis, capitaux américains aussi, pour aider à ces projets que la Grèce ne pouvait pas se payer elle-même, et bien parce que ce projet n'était pas seulement un projet grec, c'était un projet européen, plutôt un projet mondial. Le monde s'intéressait à revoir ce passé grec, ce passé classique d'Athènes. À la fin de fouilles, vous avez quelque chose qui est absolument intéressant à voir, mais il n'y a rien à voir en réalité, parce que là, vous avez la superposition de quelques siècles. Il y a des Romains, il y a des Grecs de Périclès, des Grecs d'Alexandre, quelques-uns qui sont encore plus vieux, mais il y a ceux qui sont venus après les Romains, et puis il y a des bâtiments qui ont été remontés sur les fondations des bâtiments qui avaient été démolis. Et les bâtiments, ça s'est démolissé parce qu'il y avait des guerres, il y avait des Perses qui arrivaient et qui détruisaient, il y avait des Romains qui arrivaient et qui détruisaient, et puis ce qui survivait ou le suivant rebâtissait avec les mêmes pierres ou d'autres une ville qui, tous les 5 siècles, remontait de 50 cm avec les débris qui se superposaient. Mais maintenant, on avait enlevé tout ce qui était à enlever, mais il fallait des architectes et des archéologues pour faire que cela fasse un site archéologique, donc un site sur lequel on aurait pu se balader, voir, comprendre, prendre le plaisir d'y être, donc un aménagement du territoire, la construction d'un musée sur la base d'une restauration d'un bâtiment ancien qui n'existait pas. Donc, un très grand projet dans le site archéologique. Vous voyez déjà un chantier. C'est un chantier de construction d'un site archéologique. C'est étonnant, mais ce n'est pas une nouveauté. Rome a fait la même chose. Je pense que dans d'autres circonstances, y compris Paris, la modernité se mêle avec l'Antiquité pour en faire un seul projet. Vous voyez comment ces bâtisseurs qui avaient été à l'école, ceux-ci, ils sont plus jeunes, mais quand même, c'était des bâtisseurs qui avaient appris à bâtir avec le marbre. Le marbre, ce n'est pas un matériau facile à gérer. Il faut savoir traiter le marbre. Et à l'époque, ils le faisaient à la main. Ils se mettent à produire des éléments, on dirait préfabriqués, mais c'est la réalité de temples grecs anciens. Ils sont en quelque chose préfabriqués. Ils sont fabriqués par pièces comme du Lego par terre, puis ils sont montés à sec, et pas seulement
pour en faire des bâtiments grandioses. Alors, voyez ce qui a fini par être le musée de l'Agora. Si vous le visitez maintenant, vous pouvez vous interroger si c'est bien un bâtiment classique restauré ou pas. L'essentiel, c'est que vous avez déjà vu le béton qui était sous cette dalle il y a quelques images, et que tout le reste, c'est certainement du béton armé, mais avec tout le détail que vous avez vu se faire sur place. Et c'est pareil de l'autre côté, dans un site archéologique, pour la bonne narration de l'histoire, il faut un temple classique, c'est le temple Phicyon qui est à côté. Il faut un temple hellénistique, on l'a vu. C'était pas un temple, c'était un supermarché. C'était un centre commercial de l'époque, une stoa où il y avait des magasins. Maintenant, c'est un musée. C'est pas très loin comme fonction. L'étalage des objets à voir, peut-être à admirer ou à acheter sinon. Mais plus loin, il y avait une église du Xe siècle. Le Xe siècle, c'était déjà important au XXe. Le XIe siècle, c'est le Moyen Âge, une église donc qui avait été élargie, complétée avec des additions dans les 10 siècles qui avaient suivi pour en faire une église fonctionnelle. Il y avait des croyants, toujours des croyants, mais il y avait des croyants aussi aux années 30 qui allaient à l'intérieur. Vous envoyez l'image en bas à droite. Elle était toute noire parce qu'il y avait des bougies, parce qu'il y avait la patina des siècles qui faisait que les peintures de murs deviennent obscures. Et puis, il a fallu la restaurer pour en faire encore un monument dans le site archéologique. À gauche, là, vous voyez le chantier du bâtiment qu'on a vu précédemment. C'est intéressant. C'est un bâtiment très moderne. Tout ça, c'est de la modernité, mais de la modernité qui a de l'antiquité à l'intérieur. On a retiré tout ce qui n'appartenait pas au Xe siècle. On a demandé aux bâtisseurs et à l'architecte, parce qu'il y a des architectes là, sans doute, et à l'architecte de faire le bâtiment du Xe siècle tel qu'il était, mais pas vraiment, suivant les règles de la restauration, tel qu'il était, en faisant la différence entre ce qui est absolument d'origine et ce qui est ajouté. Donc là, vous voyez une sorte de laboratoire très clean à l'intérieur de l'histoire de l'architecture. Si vous n'êtes pas très, comment dire, très prêt à interroger, vous voyez 4 colonnes qui sont les unes comme les autres, sauf qu'il y en a une seule qui appartient à l'époque du XIe siècle, celle à droite, qui est bien aidée pour survivre, et puis les 3 autres, c'est du béton bien fait, bien coloré, pour faire du marbre. Donc, c'est une église avec des prothèses, et puis elle est très belle. Si vous la voyez, si vous la visitez, vous allez vous dire c'était très beau le Xe siècle, mais ce n'est pas exactement ce siècle-là. Et puis, il faut organiser le paysage. L'architecture et le paysage sont un projet des écoles d'architecture. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'école, ce sont des travaux qui ont été faits à l'initiative américaine de l'American School of Classical Studies, Princeton University. Ils ont été réclamés l'aide de Ralph Griswold, un architecte de paysage. Vous voyez donc ce qu'il a été à l'origine de son travail et ce qu'il a proposé. C'est lui qui met côte à côte ces images. À gauche, je vous avais montré cette image, il n'y a pratiquement rien à voir. À droite, il y a des sentiers, il y a des arbres. Des arbres 3 mètres sous la terre, ça n'existe pas. Quand on fait les fouilles, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. À droite, c'est une sélection d'arbres, des arbres très bien sélectionnés pour appartenir à une culture, à des millénaires, pour raconter une histoire, pour offrir l'ombre pour ceux qui veulent s'asseoir et ceux qui veulent s'asseoir pour avoir une belle vue.
belvédère. Le belvédère, ça fait partie des sites archéologiques aussi. De l'autre côté de cette même acropole, vous aviez une autre colline, la colline des Muses, colline très connue par l'Antiquité, parce que c'était le quartier le plus dense de la ville antique. C'était sur cette colline, face à ce théâtre. Ce théâtre est un théâtre romain, ce n'est pas un théâtre grec. Face à ce théâtre, il y avait une colline sur laquelle habitaient les gens riches et les gens importants, les gens du gouvernement du pays de ce temps-là. Et c'était très, très dense parce que dans les villes murées, c'était toujours très dense. Il n'y avait pas de grands jardins dans les villes murées, il n'y avait pas de forêts dans les villes. Dans l'époque, beaucoup plus tard, sans doute, mais si vous voyez de nos jours ce qui se passe là, c'est quelque chose qui est magnifique, c'est un paradis dans le sens du paysage, mais c'est aussi une architecture paysagère que nous honorons de plusieurs points de vue, parce que nous, architectes, on aime toujours la bonne architecture. Ceci dit, on a réussi à avoir sur la place d'un quartier dense qui n'a jamais été fouillé, une colline boisée qui est la colline qu'il faut pour entourer le Parthénon et fabriquer cet espace très important pour accéder à pied, pour monter, pour s'asseoir sous les arbres, pour prendre le plaisir de voir et pour bien définir les 3 ou 4 endroits, les meilleurs endroits, les belvédères, pour arrêter un moment, sortir votre portable ou votre appareil photo et faire la bonne photo de l'acropole, celle-là. Ces travaux ont été faits dans les années 50 par ce même architecte piquioniste que je mentionnais tout à l'heure dans les années 30, faisant des maisons traditionnelles et des écoles modernes, maintenant refaisant les sentiers et les petites églises sur la colline autour de l'acropole. Les grandes pierres que vous voyez de l'autre côté de cette entrée de l'église byzantine, c'est la porte d'entrée dans le mur d'Athènes. Donc on est juste au mur d'Athènes, une antiquité on dirait, et là ce que vous voyez comme cylindre en marbre, c'est deux pierres de tombe qui ont été ramenées des cimetières. Elles appartiennent au cimetière hellénistique. On les a réaménagées dans cet aménagement du paysage pour faire une église qui est à la fois traditionnelle, renvoyant à la tradition des montagnes cette fois et du continent et non plus des îles, mais en même temps elle est byzantine parce que juste derrière ce mur en collage, il y a une église du Xe siècle qui est à l'intérieur, qui est entourée sous un collage transhistorique, parce que là c'est encore une lecture de l'histoire, un collage transhistorique qui fait réutiliser de vieilles pierres au premier plan, ensuite qui bâtit ces genres de narthex autour de l'église en bois, une construction qui se veut rurale par principe. Puis ce bâtiment-là qui est une addition au vieux bâtiment, c'est une addition qui à l'intérieur, c'est du béton brut et des briques brutes aussi, tandis qu'à l'extérieur, elle est revêtue de plusieurs éléments, un collage parlant, une architecture parlante, et juste à côté, un autre bâtiment pour servir le café, une cafétéria qui s'ajuste au plaisir d'aller à l'église, faire un baptême ou autre chose, qui est d'une autre manière classique japonaise, moderne et transhistorique à la fois. Finissons avec cette période pour entrer dans une autre. Vous voyez, je passe
d'étape en étape. Il faut mettre toutes les étapes les unes à côté des autres et c'est à vous de faire le collage pour en donner une interprétation à l'évolution de ce pays et comprendre cette ville que vous avez visitée. Il faut dire d'ailleurs que ces antiquités qu'on vient de voir, elles sont très anciennes, mais à la fois très modernes parce qu'elles ont exactement mon âge. C'est-à-dire quand je suis né, c'était le moment où elles étaient en train de finir. Donc les premiers qui ont vu ce monde antique, c'était mon père, ma famille, les gens de mon époque. Et moi, j'ai grandi dans ce site archéologique. J'ai lancé une partie de mon enfance à jouer autour de ces archéologies en considérant qu'elles étaient toujours là, sauf qu'elles sont là que pour une vie moderne. En Grèce, on a eu des guerres comme chez vous, la première guerre, la deuxième guerre, mais on a réussi à en faire des guerres de 10 ans, les deux fois. La première, on a commencé en 1912, on a fini en 1922. La deuxième, on a commencé en 1940 et on a fini en 1949. On a fini en 1949 parce qu'on a réussi à avoir une belle guerre civile après la Grande Guerre. Et cette guerre civile qui a duré jusqu'à 1949 a fait la destruction du pays beaucoup plus importante que celle que n'avaient réussi les Allemands. Parce que d'abord, les gens s'étaient entretués et puis ils les avaient fait exploser une grande partie, même d'Athènes. Et revenir après ces périodes de grande guerre, ces périodes de guerre civile, c'est regagner la vie avec une sorte d'optimisme. Ça se voit plusieurs fois dans plusieurs pays. Rappelez-vous que même en France, les années 20, c'était les années d'un optimisme entre les deux guerres, un optimisme de ce qui était vivant et qui créait le nouveau monde. Et puis la reconstruction, elle est passée rapidement dans les années 60 à une crise de volonté de tout changer et d'aller en avant. Et alors, ça s'est fait à Athènes. Dans l'après-guerre, Athènes est devenue métropole. Métropole parce qu'elle est passée d'Athènes à 10 000 personnes en 1834, quand elle est devenue capitale, à une capitale de 3 millions, c'est un grand bout. Et donc, cette métropole, elle était fière aux années 60, au début des années 60, pour avoir des antiquités qui étaient mises à la une, pleine lumière dans la nuit, qui avait l'industrie lourde, dont le rouge, et de la modernité d'immeubles d'habitation pour habiter. Les trois images ne sont pas sélectionnées à tout hasard, ce sont trois couvertures de la revue Architecture, donc la seule revue d'importance pour les architectes, qui était fière de voir en couverture le théâtre romain refait, l'industrie de l'acier, produisant l'acier qui va bâtir les immeubles d'habitation qui sont à droite. La dernière image blanche, l'immeuble n'est pas blanc, mais l'image est blanche, l'industrie est rouge et puis noir et blanc dans les antiquités. En même temps, la ville se reconstruit rapidement. On commence à bâtir des immeubles d'habitation partout, sans veiller à cette densité qui va devenir un peu absorbante dans quelques années. Quand les voitures vont remplir les roundabouts qui étaient mis en place sans voiture. Vous voyez par exemple cette place centrale qu'on appelle l'Omonia, place de la Concorde, qui est le centre du plan néoclassique, qui a été faite en rond-point au début des années 60. Et vous voyez les voitures, elles sont rares, on dirait, pour ce grand carrefour. À l'époque, on a été fiers de ce carrefour. On a finalement été moderne. On a finalement eu une ville moderne, pas seulement des antiquités. Les installations militaires ont été portées du centre-ville à la place. Il y a eu des musées, il y a eu des jardins et il y a eu des hôtels. Et
le grand Hilton. Vous le voyez en chantier, c'est les débuts des années 60. On vient de démolir et on vient de relancer cette image d'une ville qui est prête à accepter, à recevoir le tourisme. À gauche, vous voyez, c'est la couverture de la revue Architecture. À gauche, c'est le Hilton et les bus électriques qui passent devant. Vous voyez la fierté avec laquelle cette installation électrique est présentée en première page. On dirait la fierté de l'électricité qui fait bouger les voitures. Et puis à droite, vous avez la place Aumoniade que je vous ai fait voir tout à l'heure, avec un grand hôtel très moderne. Maintenant, c'est un magasin pour tout vendre, mais peu importe. C'est le moment où l'État va lancer la construction d'hôtels partout en Grèce. C'est un projet public, donc c'est l'État qui lance les hôtels et il va le lancer partout où il devrait y avoir, il pourrait y avoir intérêt à voir le passé, à visiter l'histoire. Mais il fallait habiter des sites d'où on aurait la meilleure vue sur le passé, en vivant moderne, en même temps, et puis les meilleures plages pour se baigner, parce qu'avec l'Antiquité, on avait découvert le plaisir de l'été, le plaisir de se baigner presque nu sous le soleil, apprendre le plaisir de vivre dans des cabanons, pas celui de Le Corbusier, mais à peu près des bungalows. Là, vous voyez encore un grand projet de tourisme sur la côte d'Athènes. Vous êtes juste au-devant de la fondation Niarchos. Là, c'est plus que de l'autre côté, c'est à Glyfada, vous en avez entendu parler. C'est près de Vouliagmeni. Donc, c'est sur la même côte et c'est l'État qui se met à créer des sites balnéaires. Cette image, c'est pas un photographe qui a fait, c'est l'image publicitaire de l'État lui-même qui se présente comme l'initiateur de l'été grec. L'été grec qui, sur la côte de Vouliagmeni, un peu plus loin, a créé de grandes plages publiques payantes par l'Organisation nationale du tourisme et de grands restaurants par des architectes qui vont devenir, peut-être à cause de ces restaurants, de celui-ci et d'autres, des professeurs de projets d'architecture à notre école. Là, vous voyez quelques milliers de gens qui sont en train de se baigner. C'est en 1957 la photo. Moi, j'ai été là peut-être quelques années plus tard. Je me suis baigné dans cette même plage avec tous mes amis, mes copains de classe. Le week-end, c'était aller à Vouliagmeni pour se baigner. Maintenant, tout ce que vous voyez là derrière, c'est absolument bâti, comme à Monte-Carlo et la Côte d'Azur. Il n'y a que des immeubles d'habitation, il n'y a pas d'arbres. Mais c'était à cette même époque que la côte a été habitée pour des maisons de week-end. Et les gens qui avaient les moyens pour se bâtir des maisons de week-end, ils avaient le moyen pour se faire bâtir les maisons par les meilleurs architectes de la modernité des années 60. Une modernité qui se réclamait en quelque sorte d'un esprit moderne universel, mais en grande partie, on dirait, californien, venant de Los Angeles plutôt, y compris la manière de faire les photos. Et d'autres architectes ont fait à Glyfada, par exemple, un peu plus loin, des maisons très modernes. Celui-ci, Zenetos, il avait été formé ici même à Paris, l'école de Beaux-Arts, l'atelier Javaroni. À l'époque, c'était pas très moderne, mais quand même, les architectes qui en sont sortis ont fait des bâtiments modernes. Valsamay, qui est toujours vivant, il a presque 100 ans, c'est sa maison à Athènes, pas loin de la maison Sifnos de Pikionis. C'est à pied à une distance de 10 minutes. Ce que vous voyez là, c'est une modernité absolue, on dirait du Neutra, mais pas seulement du Neutra, les photos, on dirait du Sulman.
Donc, vous voyez comment c'est très, très moderne. L'intérieur, vous reconnaissez les fauteuils, sans doute, et tous les éléments de l'architecture. C'est la plus grande modernité et le plaisir de vivre. Encore Zénétos, vous ne connaissez pas les noms, Zénétos, Valsamakis, ce n'est pas important de tout savoir. Là, c'est une maison par Zénétos qui n'a jamais enseigné, mais pour notre prof de béton à l'école d'architecture. Et c'est lui qui a calculé le béton, ça se voit, c'est pas n'importe qui a fait le béton de cette maison. Donc, le meuble d'habitation que je vous ai fait voir tout à l'heure en couverture, mais le régionalisme revient. Quand je dis le régionalisme revient, c'est toujours très important parce que ça renvoie à une identité grecque qui vient de la terre, qui n'est pas liée aux antiquités. Les antiquités sont très importantes, mais il y a des traditions, il y a des continuités qui font partie du territoire, qui font partie d'une culture, comme les plantes, comme les animaux. Piccioni, c'est toujours à la une, toujours prof, il fait des maisons, celle-là, elle est en béton armé, les primaires, d'origine, c'est une sorte de maison faite par un architecte, on dirait sauvage, noble quand même. Noble sauvage. Et puis, d'autres qui se réclament maintenant d'un mariage très intéressant parce qu'ils vont essayer de mettre ensemble la leçon de Le Corbusier, la leçon du Tim Tin et des structuralistes hollandais, Aldo van Eyck par exemple, et d'autres plus jeunes, Herman Herzberg, et aussi la leçon du vernaculaire. La maison Antonakakis, par exemple, c'est un immeuble d'habitation en plein centre d'Athènes où le béton nu, avec le travail du crépi, l'organisation de surface renvoie à un mariage de la tradition, de la modernité et j'aurais osé dire de la critique de la modernité qu'on a appelé régionalisme critique. D'autres maisons de ce même architecte, Antonakakis, sont particulièrement intéressantes parce que vous y voyez le béton nu, quoique blanc, avec le coffrage qui est absolument apparent, les fenêtres en bois qui renvoient à des réminiscences ottomanes, je dirais même, en tout cas du nord du pays, balkanique, et puis en même temps les briques de verre qui produisent des couleurs à l'intérieur, des couleurs bleues en l'occurrence, et en même temps les couleurs, le jaune et le bleu, et puis le claustrat renvoie à des cultures qu'on aurait pu rencontrer sur Le Corbusier. Ce sont des mariages très importants et à l'intérieur, vous avez encore un mariage étonnant parce que vous avez des colonnes qui auraient pu être corbusiennes, vous avez un espace avec un rond plan qui aurait pu être lausien de Adolphe Loos, et puis vous avez des éléments qui renvoient directement au vernaculaire. Et l'habitant, c'est pas n'importe qui, c'est un prof de littérature. Donc ça marche très bien. C'est de l'intellectuel de plein sens. D'autres architectes vont se lancer dans ce mariage régionaliste. Donc le régionalisme critique, c'est une manière d'être critique envers la modernité tout en restant moderne. Et c'est une sorte de refus de l'industrialisation capitaliste, mais aussi un appel à la connaissance traditionnelle du bâti qui essaie de produire une sorte de mariage hybride, je dirais une postmodernité. Là où vous voyez par exemple cet escalier très étonnant et très moderne, moi j'en ai vu un comme ça sur le haut de l'unité d'habitation à Marseille, mais en même temps vous avez cette autre forme de balustrade qui fait le négatif d'une balustrade classique
avec des briques. Et c'est aussi un musée byzantin, donc ces murs de briques auraient pu faire un écho des murs des églises byzantines. Et ce même architecte qui se lance à travailler le béton brut comme Auguste Perret, mais en même temps à se lancer vers des langages qui sont néoclassiques, mais pas du tout. Donc, on aurait pu dire que ce régionalisme critique fabrique une architecture qui appartient au pays au niveau du symbolisme, de la symbolique, au niveau de la construction, mais qui reste absolument moderne à la fois. C'est la dernière partie, c'est la mise en scène de l'histoire, la ville moderne et son héritage. On a découvert que finalement, et cela c'était les années 70, les mêmes années qu'on a vu les maisons précédentes bâties, on a découvert que partout en Europe, il y a des centres historiques, il y a des villes historiques, il y a des monuments qu'il faut restaurer absolument suivant les règles de la Charte de Venise, par exemple. Il y a l'année du patrimoine européen 1975 qui nous a appris qu'il faut restaurer les ensembles, les fortifications, les industries, réutiliser un peu partout et puis chercher les voitures, les remplacer par des chars ou peut-être par des gens qui marchent. Pas encore les vélos, ça vient plus tard. Et puis réorganiser des villes pour être vues, pour être contemplées, pour être visitées, des villes pour les touristes. Ça commence par les grands travaux de restauration du Parthénon. Maintenant, ça devient la plus grande attraction d'Athènes. Et c'est pareil, si vous allez, moi j'ai été au Louvre dimanche dernier, c'était fou ce que j'ai fait. Parce qu'il y avait tout Paris là-dedans et puis la moitié de l'Europe. C'était des gens qui se baladaient par milliers, c'était comme dans le métro, et qui ne voyaient rien. Ils ne s'arrêtaient même pas devant les peintures, les objets. Ils faisaient des photos d'eux-mêmes devant le peinture, devant la Vénus de Milo ou autre chose. Et il criait, ils étaient en pleine joie, ils prenaient le plaisir de visiter le Louvre. C'est pareil sur l'Acropole, ils prennent le plaisir, ou le musée de l'Acropole, de visiter l'Antiquité, mais l'Antiquité, c'est peu intéressant, c'est la visite qui est importante. Mais pour ce faire, il faut commencer par refaire le Louvre, par refaire le musée de l'Acropole, par préparer la réception de ce grand bazar. Les grands travaux de restauration du Parthénon qui ont duré presque un demi-siècle et qui durent encore sont des travaux qui ont respecté toutes les lettres et toutes les chartes et qui ont fait de cette ruine une ruine scientifique comme personne ne l'avait vue auparavant. Maintenant, non pas avec la connaissance des bâtisseurs qui avaient été à l'école, mais avec la connaissance des architectes qui ont été servis de logiciels et d'ordinateurs pour tout scanner, 3D, tout refaire, facile à faire, ce que vous avez là. Dans quelques heures, je dirais, pas peut-être dans quelques heures, il faut peut-être plus, mais quand même, vous pourriez maintenant compléter ce qui manque. Ça suffit il suffit que cela soit un peu plus de 50% parce que vous n'auriez pas pu ajouter plus que 50%. Mais là, c'est clair à gauche. La nouveauté est un peu moins que l'Antiquité. Les deux se mettent ensemble et ça refait une autre modernité. Vous voyez la main de l'architecte qui restaure. Vous voyez la pièce derrière, vous n'allez pratiquement pas la voir. Ce que vous avez à voir quand ça sera mis la corniche sur place, c'est le moderne et à voir le côté arrière de cette antiquité. Vous voyez comment ça s'est produit. C'est pas Alvar Aalto à Helsinki. C'est la 3D en marbre qui prépare la surface pour mettre côte à côte le vieux et le moderne, l'ancien et le moderne. Ça va finir par produire la mise en scène d'une ville éternelle, on dirait, une ville absolument 21e siècle,
J'espère que vous avez eu l'occasion de vous balader dans cette rue piétonne. Là, on est devant l'église de Aïe Airini. Il y a 20 ans, il y avait des voitures. Il y a 20 ans, vous pourriez vous en acheter des pullovers, des vestes. Maintenant, vous pouvez vous en acheter des bières ou des cafés. Il y a des restaurants, il y a des hôtels, des hôtels, boutiques-hôtels, comme on les appelle. J'avais commencé par ce marché de la ville ottomane en 1800. Par Dodwell. Il y avait la mosquée devant l'acropole et le minaret. Maintenant, la mosquée, elle est là, c'est un musée. Le minaret n'est plus là. Il y a la station de métro, c'est l'œuvre d'ingénieur français du 19e. La place, elle a fait la suite d'un concours international. Quand j'étais jeune, je prenais le bus. C'était une station centrale de bus dans le centre-ville d'Athènes. C'était là où les bus bousculaient les uns sur les autres avec des taxis et d'autres voitures. La petite église byzantine a été faite. Moi, je l'ai connue comme église néoclassique, sauf que le néoclassique du 19e avait recouvert une église du 10e. Maintenant, elle est revenue au 10e avec une entrée un peu néoclassique. Là où il y avait 60 000 voitures en 2000. En 2000, il y avait 60 000 voitures par jour. Maintenant, c'est la rue, la piétonne Dionysie Areopagitou. Elle passe entre l'acropole et le musée de l'acropole. C'est une des rares rues piétonnes qui sont très, très animées à Athènes, notamment pendant les week-ends et pendant l'été. Juste à côté, il a fallu se faire un nouveau musée de l'acropole. Le vieux, il est là-haut sur la colline, il est très petit. Il était très, très bon pour des gens qui allaient voir pour longtemps les petites filles, les jeunes garçons de l'époque archaïque, les contempler, apprendre. Maintenant, pour se balader par milliers dans un musée où il y a les mêmes antiquités exactement que sur la colline, il faut des grands espaces comme ça, une échelle qui, c'est comme les gares. Un espace pour tout le monde qui se balade. Parmi les gens, il y en a certainement les filles et les garçons. L'espace de Tchoumi est un espace grandiose, on aurait pu dire. Et dès le début, c'était un grand pari. Parce qu'ils savaient qu'en allant fonder, ils auraient nécessairement fouillé, qu'en fouillant dans le mur d'Athènes, ils auraient été certainement sur la ville antique. Donc, il aurait fallu bâtir au-dessus de l'Antiquité, tout en étant moderne, et à côté de l'acropole, il aurait fallu mettre avec l'ancien et le moderne dans une superposition. La superposition, c'est un peu les jeux de Tchoumi, à commencer par la Villette, mais aussi c'est une superposition des temps, c'est une superposition des époques. C'est la superposition principale qui fait Athènes. Parce que si vous avez une maison dans le plein centre d'Athènes, elle a été refaite, bâtie dans les années 1890 ou 1960. À l'époque, on ne faisait même pas les fouilles pour fonder. Maintenant, si vous voulez rebâtir une maison dans le centre d'Athènes, il faut commencer par le service archéologique et par les fouilles. Alors, après, vous allez voir ce qui va être permis. Et il faut attendre pour le projet. C'est le moment où l'Antiquité revient en surface et commence à réclamer un présent. Athènes, métropole, donc cité ancienne et capitale européenne, à la fois moderne, ouverte au futur et pleine de contradictions qui font sa dialectique architecturale et urbaine. La place de la mairie, par exemple, Athènes ancienne, voilà là le site archéologique, on a fait les fouilles et puis on a le néoclassicisme, la Banque nationale de Grèce créée par les banquiers suisses, une maison par les premiers architectes grecs, des grands immeubles de bureaux juste derrière. Et là, dans le parvis, on est juste
devant la mairie d'Athènes est derrière moi, sur le parvis d'un grand parking souterrain pour visiter le centre-ville. Il y a quelques étages de voitures juste en dessous. Voilà Athènes, ancien et moderne, et des superpositions. On y est sur le plein site. C'est la rue d'Acharnès, la rue qui va à la municipalité d'Acharnais, ville d'où était originaire Sophocle, c'est lui qui a écrit des tragédies. Et puis en allant vers le fond, là vous avez à côté de la Banque nationale de Grèce une petite extension par un Suisse, encore un Suisse, Mario Botta, qui est superposé au mur d'Athènes. C'est là où vous avez la porte pour entrer dans l'espace fortifié de l'ancienne ville. Encore cette ville ancienne et moderne, et plus loin, en prenant le grand boulevard à grande vitesse pour aller à la mer, au Falaire, votre site de préférence. Vous avez de l'architecture qui appartient à toutes les périodes, on dirait, y compris l'Antiquité. On ne la voit pas très bien, mais elle est là. Vous avez encore à côté de ce boulevard suburbain dans l'urbanité athénienne du Mario Botta, de l'architecture studio, donc la Suisse, la France, et plus loin sur la mer, vous avez Renzo Piano, on dirait un Français parce qu'il a été lancé à Paris, mais c'est un Italien, je dirais plus, c'est non plus un Français ni un Italien, c'est un architecte international, comme à l'époque c'était les Hansen qui avaient bâti non pas seulement à Athènes, mais le Parlement de Vienne, le théâtre de Trieste, un peu partout dans le monde, l'architecture encore internationale. Là, vous êtes sur un site où des fouilles ont été faites, où des cadavres ont été retrouvés, où des expositions ont été faites dans le musée pour faire voir les squelettes de morts et les squelettes des horses. Les horses. Et des chevaux. Des chevaux. Et puis, c'est le Falaire. Et il suffit de se rappeler que le dialogue de Platon qui s'appelle Symposium, c'est un dialogue entre Phalairès, c'est lui qui est originaire du Falaire et qui est en train de dialoguer avec un autre dans la route qui fait exactement de ce site du Falaire dans le centre d'Athènes, de ce symposium qu'il avait organisé hier soir. Vous avez été saoul de boire toute la nuit et de discuter de philosophie. Mais c'est ça le symposium en réalité. Ils étaient en train de boire et de philosopher. Donc, a commencé Platon, a commencé par le Falaire. Maintenant, la Athènes de la côte change toujours. Elle a changé depuis longtemps. Elle a changé quand on a redécouvert la mer, quand on a redécouvert les villas balnéaires et les sites de tourisme. Maintenant, ça devient autre chose. Là où il y avait un aéroport, il y a un autre master plan par Sir Norman Foster and Partners et plein d'autres qui sont en train de bâtir. Hellinikon Master Plan, ce que vous voyez n'est pas encore là, mais ça arrive, ça va y arriver très vite. La belle maison haute à 200 mètres, elle est lancée, il y a un site à construire déjà. Ça va être encore une nouveauté. Il n'y a pas eu de bâtiment tellement haut à Athènes. À Athènes, vous avez vu la mer des immeubles d'habitation, elle fait 6 étages partout, sauf l'acropole qui est plus haute. Mais là, vous allez avoir finalement un peu des bâtiments qu'on trouve ces dernières décennies partout dans le monde et des grands projets dans le centre d'Athènes, la régénération d'Athènes, mais non plus cette fois seulement dans l'idée du centre historique. Maintenant, il commence à y avoir des projets qui osent trancher, qui osent refaire un marché dans le centre-ville, là où il y avait le marché, qui osent passer dans l'Athènes moderne à réduire, à la réduction
2 voies pour les voitures, à l'élargissement des trottoirs. Là, c'est le boulevard Université. Le projet est en train d'être réalisé déjà. Donc, on passe vers autre chose. On n'a pas encore été jusqu'à éloigner les voitures privées et laisser que des bus, mais je pense que ça va arriver d'ici quelques années à Athènes aussi. Voilà ce qui se passe à Athènes, qui est une ville très ancienne, mais plutôt, et notamment une ville moderne, Athènes 2022, c'est une ville, je dirais, pleine de vie, contradictoire et très moderne, pourtant très ancienne aussi. Merci. J'ai été long. Bien, merci. Panayotis, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est bien d'avoir cet éclairage, même si après la vie sur place, mais là, ça doit résonner un peu différemment. Peut-être aussi, je remarque aussi une chose, c'est-à-dire qu'aussi, ils part de leur visite, tu leur as fait la carrière de Pentélide, voir en question de la matière, bien dans ta présentation que Athènes est aussi une ville qui s'est constamment reconstruite sur elle-même, mais pas simplement avec ses traces, mais aussi matériellement. Entre les montagnes, c'est ça, ça fait un site dans lequel ça se reconstruit sans cesse. Cette question aussi, au-delà de ça, qu'on se pose aussi encore plus, j'allais dire maintenant, mais elle était là présente de tout temps, cette question de la matérialité et de quoi la ville est faite. C'est intéressant quand tu dis que le Parlement aujourd'hui, si on le détruisait, on retrouverait peut-être des pierres qui étaient celles du Parthénon. Cette dimension aussi très poétique qu'il y a chez aussi Pionis, quand il dit les chemins qui sont faits, qui amènent Parthénon et qui, je semble, a été fait aussi avec des étudiants de l'école, oui, avec des techniques. Voilà, je pense que tout ça devrait résonner par rapport à ce qu'on a déjà fait et ce qu'on va continuer à faire ensemble. Alors, effectivement, vite, vous avez à traiter à des problématiques, on va dire, qui résultent peut-être aussi de la partie d'origine très ancienne, mais qui résultent par l'avènement aujourd'hui, façon de l'arrivée de l'automobile et puis peut-être une modernité qui était aussi peut-être plus proche, mais intéressant que vous ayez tout cet éclairage un peu. Pourquoi on en est là, enfin, pourquoi Athènes en est là. Un petit mot. Faire à Athènes, peut-être pour vous aussi là où vous travaillez, c'est à la fois défaire et refaire. C'est pas seulement faire, il faut faire, mais en même temps défaire et refaire. Parce qu'il y a des choses qui sont et peut-être ne devraient pas y rester, ou peut-être vous pourriez éliminer, delete. Et il y en a d'autres qui pourraient être remaniées, refaites, tout en faisant autre chose. Et ça a été toujours l'histoire d'une ville qui se refait sur elle-même en reprenant le même matériau et d'autres, en faisant du tout neuf et en remettant à l'ordre du jour ce qui était et qui n'était plus là. Voilà. Oui, les Olympiques, un peu comme partout dans le monde, c'est ambigu. Ça produit des grands événements, mais en même temps, ça laisse des traces,
contusions et des cicatrices. Mais ce n'est pas toujours négatif, c'est négatif et positif à la fois. Pour Athènes, ça a produit de grandes infrastructures sportives qui sont là, qui sont souvent utilisées, et d'autres qui sont abandonnées et qui n'ont aucune raison d'être. En tout cas, pour la raison pour laquelle elles avaient été faites. Là, vous êtes sur la côte, vous avez cette assiette volante de Bernard Chen et Philippe Robert, qui avait été très, très bien pour loger une manière du sport, de faire du sport qui n'était pas du tout de notre culture, mais qui est là, qui s'est imposée. On n'a jamais su que faire de cette structure. Moi, je me rappelle, vous êtes très jeune, le Théâtre du Soleil, Ariane Nouskine jouait les réfugiés. C'était pas le titre, mais c'était un peu l'histoire des réfugiés venant de l'Est vers l'Europe. Donc, du grand théâtre, on dirait. Mais que faire de ces infrastructures? De l'autre côté, vous avez les grands stades qui sont toujours fonctionnels. Mais vous avez aussi des infrastructures qui ont été faites à cause des Jeux olympiques. Par exemple, les grandes lignes du métro à Athènes ont été faites à cause du métro, à cause des Jeux olympiques, et elles sont là. Maintenant qu'elles sont presque 15 ans, 20 ans après, elles ont été accomplies. Vous pouvez aller de l'aéroport au port d'Athènes directement. Il aurait fallu le faire dès 2004, mais ça a pris un peu plus. Vous avez donc des réseaux qui ont été très fonctionnels et très importants. Vous avez des infrastructures sportives obsolètes, celles qui ont été liées à d'autres sports plus loin, marathon par exemple, c'est absolument inutile. Et puis vous avez des structures qui sont bien. Moi, je ne vous en ai pas parlé parce que vous avez focalisé sur autre chose. Vous avez focalisé sur cette opposition entre la vieille et la moderne ville, et puis ce côté de la ville qui est entre les grandes collines, le Lycabette, l'Acropole et la mer. Parce que mon travail est beaucoup plus lié à la centralité métropolitaine, c'est notamment là, tandis que le sport est plus ou moins décentralisé. Ce qui est important en revanche, c'est le fait que le site balnéaire où vous avez été, le Falaire, il fait maintenant partie d'une volonté de centraliser la côte, la faire partie du centre d'Athènes, du centre du Pirée, tandis qu'il y a 60 ans, dans les années 60, c'était encore un projet balnéaire pour le tourisme. Et là, il y avait des grands projets, y compris un projet de Candilis pour faire des îles artificielles dans la mer, au Falaire. Et puis, on a oublié le tourisme, on s'est mis à faire du sportif. Et ce sportif, c'était de l'accident. C'était le moment où, comme c'était une friche, étant donné la voie rapide qui est entre Niarchos et la mer, c'était très facile de bâtir dans 3 années ces installations sportives pour les Jeux olympiques. Et ensuite, on n'a pas voulu enlever, c'est pas mal. On n'a pas voulu faire autre chose en attendant vos projets. Alors, c'est vous qui allez changer, c'est ça? Puisque vous pouvez dire aussi, c'est que le site où il y a le théâtre Cosma, c'était aussi l'ancien hippodrome qui n'a pas servi de parking aussi, c'était de la friche disponible. C'était une friche disponible. Il faut dire qu'il y a eu des projets pour faire de cette friche disponible une friche habitée. Alors le concours, c'était 1977. 1977, ce n'était pas encore le sport. C'était le déplacement du sport hors ville, parce que c'était l'hippodrome, donc des chevaux. Les chevaux, on ne voulait plus en avoir sur la côte, on les a envoyés à la montagne, et puis on voulait faire du bâti, un nouveau quartier, étendre le quartier. Le concours a été fait, et le lauréat, il y en a eu un lauréat,
n'ont rien fait de ce concours, mais ça vaut la peine de dire que dans ce concours, il y avait une participation qui a été mentionnée et qui avait été exposée en 1980 à Venise par Leo Krier, qui était à ce moment-là en mesure de proposer une autre Villette à la manière de sa Villette dans le concours de la Villette, donc notre ville classique, en transformant l'échangeur en grand parc. Donc, il y a une histoire même de ces sites urbains qui sont maintenant critiques et critiqués. Il y a une histoire derrière. Avant le centre Niarchos, ce site pourrait être un quartier habité, pourrait être un grand parc à la Krier. Krier avait imaginé ce parc en se référant au jardin de la Piazza del Popolo à Rome, qui est sur le haut. C'est Farnese? Le jardin Farnese. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir. C'est aussi intéressant de voir que ça change la ville. Dans une trentaine d'années, ça change beaucoup. Ça change trop parfois. Il ne faut pas voir la ville comme quelque chose qui a toujours été là. Ça a toujours changé. Alors, il faut oser changer. Question. Oui. Alors, très belle question. Et puis, là, vous faites appel à ma qualité d'historien, tandis que j'ai essayé de la mettre à côté pour un moment. Oui, quand les gens ont appris à se baigner dans la mer, c'était le bain séparé, le bain mixte, fin 19e, début 20e. Le Phaler a été le site le meilleur pour se baigner à Athènes. C'est là où on a bâti les grands hôtels de l'époque. C'était les hôtels, pas encore dans le sens des hôtels de tourisme de plage de notre temps. C'était un peu comme les hôtels de bord de mer que vous trouvez en France aussi au début du XXe siècle. À l'époque, on avait même organisé cette ligne de train qui va d'Athènes au Pirée, qui a fait deux tours pour aller au Phaler avec une station pour servir l'accès des habitants de la ville qui auraient bien voulu aller se baigner. Et c'est à l'époque, et pour les Jeux olympiques de 1906, qui ont été organisés à Athènes, que le stade olympique du Pirée, le stade qui est là, le rouge, vous voyez, le stade de foot, a été bâti pour la première fois comme une piste de vélo. Ce n'était pas un stade de foot. En 1906, c'est pas important. Ça se joue peut-être sur d'autres îles, mais pas en Grèce non plus, même en France, je pense. Mais le vélo, c'était déjà là. Et donc, ce que vous voyez maintenant comme une piste pour courir autour du terrain de foot, ça existe à l'intérieur. À ce moment-là, c'était une piste pour courir à vélo. C'était l'origine d'une installation sportive sur la mer à côté des hôtels et de la baignade. Mais avec le temps, on a réutilisé les abords de l'hippodrome pour autre chose. Les années 20, on a découvert qu'on aurait pu voler
et peut-être survoler, et pourquoi pas de France en Italie, en Grèce, et puis à Constantinople, Istanbul. Et ça a commencé par des circuits d'avions qui n'atterrissaient pas, ils se mettaient en mer, à la mer. C'était des des avions de mer, hydroglisseurs. Et donc, c'était là exactement, devant le grand bâtiment de Rechin Robert, qu'a été installé, sur la même place exactement, le premier aéroport d'Athènes, qui était un aéroport d'avions de mer. Il y a de belles images que vous pouvez retrouver des avions qui s'envolent du Phalère, juste devant le Niarchos. Il y a eu donc cet aéroport qui, au moment où il y a eu le nouvel aéroport, là où Foster travaille maintenant pour les avions modernes, est devenu une installation militaire pour l'aviation. Pas pour les avions exactement, mais pour la réparation des avions de guerre et pour loger l'aviation sur la mer. Ça a duré jusqu'aux années 70. Aux années 70, quand il y a eu le concours de 77, on avait reporté la base de l'aviation et on avait reproposé, déjà des années 60, du tourisme ou autre chose. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas été réalisé. Et puis, plus tard, comme il y avait encore une friche, les sites abandonnés des installations militaires, en grande partie démolis, mais maintenant, il y en a quelques villas militaires qui sont là. Si vous vous baladez à côté du disque volant de... C'est une sorte de disque volant. Alors, Bernard, il a fait ce grand stade et juste à côté, il y a quelques maisons historicistes, éclectiques, qui appartenaient à l'aviation, qui sont classées, donc restent sur place, à côté, qui sont là. Cette superposition, elle est très intéressante, très importante, parce que si maintenant vous allez travailler, vous voulez vraiment ouvrir la ville à la mer, c'est ce que nous demandons, Athéniens aussi. Vous avez des barrages d'infrastructures, vous avez des installations de culture qui sont de l'autre côté. Et là, il faut faire quelque chose. Vous avez ces restes sportifs, ces restes de l'aviation, ces restes de la mer. La côte est désormais artificielle. Il n'y a pas de côte naturelle à cet endroit-là. Donc, c'est une côte qui est faite par les hommes. Et c'est là où il faut ajouter, faire, défaire, peut-être refaire aussi. C'est assez intéressant, la côte et tout le site qui est là. Peut-être assez difficile à saisir dans un séjour de 6 jours, mais c'est une histoire qui est vieille. Je vous ai dit, c'est de là de Phaléron que commence un dialogue de Platon. Donc ça a toujours existé comme un site important, mais il n'a jamais été le même dans le centenaire qui nous précède. Et il peut y avoir un jour, on va démolir la fondation Niarchos pour faire autre chose. Imaginez que ça peut arriver. Dans l'histoire, c'est toujours des choses qui se sont passées. Eh bien, je pense que ça a été. C'était super. Si je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. J'ai déjà eu une intervention ce matin. Merci donc. Bien. Merci beaucoup, Panaïa. Peut-être à une autre fois, on va se retrouver.